Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Hurley et je suis toujours heureux de vous retrouver. L'épisode d'aujourd'hui se rapporte aux élections américaines remportées par Joe Biden avec environ 75 millions de voix, soit le chiffre le plus élevé jamais obtenu par un candidat à la présidentielle dans l'histoire des États-Unis. Quant au président Trump, il a obtenu plus de 70 millions de voix, qui est également le score le plus élevé jamais obtenu par un candidat perdant. Et il est important aussi de noter que Biden a pu assurer le nombre suffisant d'États lui garantissant les votes du collège électoral, et il aura à son actif sûrement plus de 270 votes au collège électoral dont il a besoin pour être élu président une fois que les résultats définitifs seront officiellement annoncés. Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite, recourt à la justice et assure que l'élection a été entachée de fraude. Au Congrès, les démocrates ont maintenu la majorité à la Chambre des représentants, mais les résultats du Sénat ne sont toujours pas tout à fait clairs. Les républicains ont maintenant 50 sièges et les démocrates 48, et il y a encore les 2 sièges de l'État de Géorgie qui seront connus le 5 janvier, et avec l'annonce des résultats de la Géorgie, on saura lequel des 2 partis aura la majorité au Sénat. Si les démocrates remportent les 2 sièges en Géorgie, les 2 partis auront 50 sièges chacun, mais les démocrates auront la majorité, car la vice-présidente aura la voix décisive. Nous essaierons de débattre des effets de ces nombreux événements avec 2 experts en politique, Larry Grossman et George Landrit. Comme vous le savez, depuis le dernier épisode, Larry est un activiste important du lobby américain et le directeur d'une société de recherche en relations internationales et de la communication nommée CTF Global. Auparavant, Larry était un haut fonctionnaire du bureau du Congrès démocrate à Aspen, en Michigan. Quant à George Landrit, il est président d'un organisme appelé Frontiers of Freedom, qui est un institut de recherche en politique publique, et il a été nommé par le Parti républicain à la Chambre des représentants du 5e district en Virginie. Bienvenue à nouveau avec nous, Larry et George. Mais on va d'abord joindre la correspondante de l'émission, Adèle Nazarian, qui est allée à la rencontre des gens dans les rues de Washington pour savoir ce qu'ils pensent de la situation actuelle et comment ils appréhendent l'avenir. Alors Adèle, qu'avez-vous récolté ? Bonjour Adam et merci infiniment. J'ai discuté avec plusieurs personnes ici à Washington à propos de ce qui pourrait se passer après que les médias aient annoncé l'élection de Joe Biden à la présidence, et ce, alors que le président Trump et son équipe de campagne contestent toujours les résultats des élections. Je pense que le président Trump relèvera un grand défi. S'il y a fraude ou manipulation des votes, ou s'il y a des votes illégaux, par exemple, des erreurs commises par les ordinateurs, ou des dysfonctionnements dans leur système, ou même des voix de personnes décédées, alors je pense que tous ces votes doivent être reconsidérés et annulés. Je pense que nous aurons un gouvernement bipartisan qui fera preuve d'une certaine souplesse, comme auparavant, et on aspire à la collaboration de tout le monde et la participation d'intellectuels qui pourront éclaircir la situation, surtout avec cette pandémie. Et je crois que dans 2 semaines, nous nous sentirons beaucoup mieux. Franchement, je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais j'espère que tout ira pour le mieux. Je suis absolument certaine que Joe Biden sera le prochain président, et d'ici là, beaucoup de choses peuvent encore arriver. Comme vous l'avez entendu, Adam, les opinions sont différentes. Certains pensent que la transition sera pacifique et que les choses iront mieux.
Mais pour d'autres, le président Trump mènera une bataille féroce et nous devons attendre de voir comment se fera le transfert de pouvoir. Retour à vous, Adam. Merci beaucoup Adèle de nous recueillir ces opinions. Je me tourne à présent vers l'analyste de l'émission J.D. Gordon. J.D., le président Trump a refusé de reconnaître sa défaite et le matin après les élections, il a déclaré dans un discours télévisé que ce qui s'était passé était une manipulation de l'opinion américaine et causerait des problèmes à l'Amérique. Il a dit qu'il était prêt à gagner et qu'il a vraiment remporté ces élections. Et depuis, Trump et certains membres de son équipe de campagne ont crié à la fraude. Alors ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des preuves pour étayer ces allégations de fraude? Y a-t-il une possibilité que ces poursuites judiciaires fassent pencher la balance des résultats et que Trump devienne le gagnant? C'est une bonne question, Adam. Vous savez que le président Trump est un combattant féroce. Je l'ai connu et j'ai travaillé avec lui. Il va donc continuer à résister aussi longtemps qu'il le pourra. Il a intenté ses actions en justice devant plusieurs tribunaux et ces derniers ont enregistré quelques violations et anomalies, chose qui se produit à chaque élection. Lors des élections de 1960 entre Kennedy et Nixon, ils ont noté des votes de personnes décédées qui ont voté pour Kennedy dans l'Illinois, ce qui l'a aidé à gagner. Mais le problème aujourd'hui pour les républicains est que la différence de voix est immense. On parle de 60 000 voix des 3 États, la Pennsylvanie, la Géorgie et l'Arizona, et il faudra prouver que ces voix sont illégales pour ramener les résultats en faveur de Trump, ce qui est quasi impossible. En l'an 2000, lorsque Bush a affronté Al Gore en Floride, l'affaire a été portée devant la Cour suprême et c'était à cause de 500 votes seulement et non de dizaines de milliers. Il sera donc impossible que la victoire revienne au président Trump. Il pourrait aller devant la Cour suprême de Pennsylvanie, mais je doute qu'il le fasse dans les 2 autres États parce que les républicains veulent confirmer que le système de Pennsylvanie est totalement différent. La plupart des démocrates ont voté par correspondance, tandis que les républicains ont voté directement. Ces derniers disent que ce n'est pas juste et que le décompte était injuste et que les observateurs étaient à plus de 7 mètres. Ce sont les arguments qu'ils présentent. Je me tourne à présent vers mes 2 invités, Larry et George, et je voudrais en premier lieu vous féliciter tous les 2, puisque vous avez prédit dans le dernier épisode que les résultats seraient rapprochés, et ils le sont bien, et correspondent à vos pronostics. Maintenant, je pose la question suivante à Larry via Skype. Êtes-vous surpris par ces résultats rapprochés? Je suis juste étonné que les résultats des élections aient été si rapprochés en termes de vote populaire et non pas de vote du collège électoral, qui finiront par devenir à peu près les mêmes chiffres que ceux enregistrés aux élections de 2016, lorsque le président Trump a battu sa rivale Hillary Clinton. Mais à l'inverse, le candidat démocrate Joe Biden a gagné. Alors j'ai été étonné quant au nombre rapproché de votes populaires obtenus par Biden et Trump, et si vous jetez un regard sur le tableau général aux États-Unis, vous constaterez une forte participation électorale dans les grands États, tels que le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie et l'Arizona, alors que nous avons constaté une diminution sensible du nombre d'électeurs qui ont voté dans les États dont on connaît d'avance l'intention de vote des électeurs pour les démocrates, comme en Californie et New York, et pour les républicains dans les États du Sud américain. J'ai été donc surpris par le fait que le vice-président Biden n'ait pas gagné par des millions de voix, et je n'ai pas été surpris parce qu'il a obtenu des voix du collège électoral. George, ce point que Larry a mentionné est intéressant, celui du vote populaire que Biden a obtenu et qui était près de 75 millions de voix, et Trump environ 71 millions. Ce qui est étonnant ici, c'est que Trump a remporté les élections de 2016
avec 63 millions de voix, ce qui signifie qu'il a pu améliorer ses performances lors de ces élections avec 7 millions de voix supplémentaires. Voulez-vous bien nous éclairer là-dessus? Je pense que cela est dû en partie au fait que beaucoup d'électeurs avaient la conviction en 2016 qu'il était un candidat risque-tout, et bien que de nombreux républicains l'appréciaient et ont voté pour lui, un bon nombre d'entre eux ont remis en question leur jugement de cet homme. Était-il intègre et sincère ou pas? En fait, les médias américains et les avertissements d'Hillary Clinton ont fait penser qu'il risquait d'entraîner le pays dans des guerres et que le marché boursier s'effondrerait. Donc un grand nombre le considérait comme un candidat à risque, mais après 4 ans, ils ont appris qu'il pouvait être un président certes gênant à cause de ses tweets, mais en fait sa politique n'a pas abouti à l'implication de l'Amérique dans des guerres qui détruisent l'économie. Donc que les électeurs aient voté pour lui, c'est dû au fait qu'il n'est plus le candidat mystérieux. C'est intéressant, Larry. Les sondages avaient montré que Biden avait 8 ou 9 points d'avance. Par exemple, ces sondages ont dit qu'il était en avance de plus de 5% en Pennsylvanie et de plus de 9% dans le Wisconsin et le Michigan. Mais les élections dans ces États ont montré que l'avance de Biden n'était que d'1 point ou même moins d'1 point. Alors comment est-ce que les résultats des sondages se sont trompés à ce point? Et comment est-ce que les gens pourront leur faire encore confiance après tout ça? Je pense que ceux qui travaillent dans le domaine des sondages d'opinion publique et de la recherche réexamineront leurs méthodes en tenant compte des changements qui s'opèrent au sein des méthodes traditionnelles de communication avec les électeurs. Dans le passé, cela se faisait par le biais d'un appel téléphonique à une maison, puis cela a changé en numéro de téléphone portable et ensuite le public a commencé à répondre aux sondages par courrier électronique. Je pense donc qu'il y a un changement dans ce secteur en ce qui concerne la manière dont les sondages sont menés. Il y a aussi quelque chose d'excitant dans les sondages concernant l'État de Pennsylvanie, par exemple, qui ont montré que Biden était en avance sur Trump de 4 à 5% et que 3 à 4% des électeurs n'avaient pas encore décidé à qui ils voteront quelques jours avant les élections. La question maintenant, c'est de savoir si tous ces indécis-là ont voté pour Trump. Je pense que cela ferait l'objet d'un examen statistique plus tard et je pense que l'industrie des sondages d'opinion publique a été soumise à un choc lors de ces élections et les gens qui y travaillent reconsidéreront leur méthode de travail, mais les Américains n'ont pas d'autre moyen de connaître la popularité des candidats. Chers téléspectateurs, nous poursuivrons cette discussion après une courte pause au sujet de ce qui se passera dans les couloirs des tribunaux et qui sera le prochain président de l'Amérique. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Aujourd'hui, nous discutons les résultats des élections américaines avec 2 experts en politique, Larry Grossman et Georges Landrit, et de leurs prévisions relatives à ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Avant la pause, nos 2 invités nous ont fait part de leurs appréciations concernant la précision et la crédibilité des résultats des sondages. Maintenant, je passe aux poursuites judiciaires. Ma question s'adresse à vous, Georges, puis à Larry. La première question est la suivante. Pourquoi Trump agit de la sorte et conteste sa défaite? Est-ce qu'il estime que certains votes n'ont pas été comptés? Quant à la deuxième question, pensez-vous que ce contentieux va changer les résultats des élections? Certes, Trump dit ce qu'il croit. C'est une personne qui exprime tout haut ce qu'elle pense et c'est ce qui ressort de ses tweets. Nous devons donc considérer que ce qu'il a dit est ce qu'il désire vraiment. Mais je pense qu'il est confronté à un défi trop difficile, non pas parce que ce sera impossible arithmétiquement,
Mais parce que le résultat est peu probable, je ne parierai pas ma chemise sur son succès. Mais c'est peut-être dans l'État de Pennsylvanie qu'il aura le plus de chances. Pourtant, cela ne suffira pas à gagner, car la Cour suprême de l'État de Pennsylvanie a changé elle-même ses règles électorales conformément à la Constitution américaine, qui accorde aux législateurs de l'État ce droit, comme quand la Cour suprême de Floride a décidé de réécrire les règles électorales en 2000, et grâce à cela, George Bush a gagné contre Al Gore. Le président Trump pourrait gagner la Pennsylvanie, mais en ce qui concerne les autres swing states, il devra présenter des preuves d'actes répréhensibles aux tribunaux, et peut-être que les résultats seront très rapprochés de 1% ou moins, mais cela concerne des milliers de votes. Et si Trump est incapable de présenter aux tribunaux des preuves de violations graves, il sera confronté à d'énormes difficultés. Et comme je l'ai dit, je ne parierai pas ma chemise sur son succès. Larry, pensez-vous que George a pu lire ce qui se passe dans l'esprit et dans la tête de Donald Trump concernant ses chances juridiques de gagner ces élections? Ou bien avez-vous un autre avis concernant ce point? En fait, comme George l'a dit, je prendrai ce que le président a dit comme reflétant ce qu'il veut vraiment. Pendant plusieurs mois, il avait l'habitude de dire que la seule façon pour lui de perdre cette élection présidentielle, c'est de la manipuler. Et maintenant qu'il a perdu, cela signifie pour lui l'existence de fraude. Je ne suis pas ici pour spéculer, mais je me fie plutôt à ce que le président a dit publiquement et écrit dans ses tweets quotidiens. Et il a même consacré une grande partie de son temps au cours des 3 derniers mois à dissuader les électeurs de voter par correspondance ou de voter par anticipation. Alors que, comme vous le savez, les démocrates ont brillamment réussi à encourager l'électorat. En fait, le président Donald Trump exprime exactement ce qu'il pense, à savoir que la seule raison de sa défaite est que cette élection est entachée de fraude. Afin que Donald Trump gagne, il doit présenter des preuves de cette fraude. Avons-nous des preuves concernant cela? Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'au moins, il n'a pas eu de fraude à grande échelle qui aurait pu modifier le résultat de ces élections. Maintenant, je vais vous poser à vous trois une question sur ce qui pourrait se passer d'ici jusqu'au jour de l'investiture du président. Je demande d'abord la réponse de JD, l'analyste de l'émission. La prochaine étape consiste essentiellement à poursuivre les recours et appels judiciaires dans les divers États. S'ils échouent, le président Trump n'aura aucun appui. Quand les gens disent que les procédures judiciaires vont suivre leur cours, il faut savoir que ces procédures ont un délai qu'on ne peut pas dépasser, qui est le 6 décembre. Puisque, selon la loi américaine, tout différend judiciaire concernant les élections doit être réglé avant le 6 décembre, n'est-ce pas? Oui, mais à la mi-décembre, les électeurs de 50 États viendront à Washington et tiendront une réunion pour enregistrer leur vote. Par conséquent, la question doit être tranchée à la mi-décembre et le président Trump peut continuer son défi pour accomplir un miracle. Les grands électeurs viendront à Washington, ils voteront au Congrès et ce dernier approuvera ces résultats en janvier avant la cérémonie d'investiture du président. Les choses ne sont pas bonnes pour le président Trump. Et vous, George, qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec lui et je pense que nous assisterons à de nombreuses allégations et que nous en verrons peut-être des preuves, mais le défi est de savoir si nous verrons suffisamment de preuves, et je ne parle pas ici de découvrir certains cas de fraude, mais plutôt un nombre suffisant. Nous verrons cela dans les prochaines semaines, nous assisterons à un recomptage des votes, car en cas de grand rapprochement des voix, il faut présenter les preuves, mais je suis d'accord avec l'opinion qu'à la mi-décembre, il faudra parvenir à un résultat. Larry, avez-vous une réponse différente à celle qu'on vient d'entendre? Et je veux ajouter quelque chose de différent lié à ces questions.
comme je l'ai entendu dans les infos. Trump veut recommencer sa campagne électorale et cela soutiendra ses arguments juridiques devant le tribunal. Mais je vois là un risque réel que ce genre de choses sorte de la salle d'audience vers la rue pour régler ce problème. Adam, je pense que c'est une question très importante sur ce qu'implique l'intention du président, puisqu'il y a une différence entre tirer profit des champs de soutien d'un grand nombre d'électeurs et l'intention d'inciter à des émeutes d'une manière ou d'une autre, ou du moins l'espoir que cela se produira. Nous avons clairement vu ici à Washington pendant le week-end des rassemblements d'Américains exprimant leur joie concernant le résultat des élections et rien de négatif ne s'est produit ici à Washington ou dans différentes parties du pays. Donc si je peux dire une chose aux téléspectateurs de l'émission en raison de la difficulté de suivre ce qui se passe ici aux États-Unis et de prédire ce qui pourrait arriver avec ce président au cours des 8 prochaines semaines, je leur dirai cela. Regardez ce que le président élu fera et qui il décidera de faire entrer dans son gouvernement et les décisions qu'il prendra. Son travail est concentré sur ça. En fait, son souci est de former une équipe de transition très organisée qui sera finalement prête à prendre le pouvoir, comme vous le savez, le 20 janvier à midi. Je pense que c'est une bonne introduction à ma dernière question pour vous deux, et je veux commencer par vous, Larry, étant donné que vous avez de nombreuses expériences avec le Maroc. Comment l'administration Biden traitera-t-elle les problèmes du Moyen-Orient? Et quelles sont les mesures que Biden pourrait prendre et qui vont influencer l'opinion publique au Moyen-Orient en général et au Maroc en particulier? Premièrement, permettez-moi de commencer par le Maroc. Le vice-président Biden est bien connu de tous les Marocains, d'abord en tant que membre du Sénat, puis en tant que vice-président d'Obama. Je suis sûr qu'ici aux États-Unis, nous apprécions les relations qui nous ont liés avec le Royaume du Maroc depuis la déclaration d'indépendance américaine en 1776. Et je sais très bien que tous les citoyens marocains en sont fiers et c'est quelque chose dont tous les Américains sont également fiers. En fait, je ne m'attends pas à un changement majeur en ce qui concerne ces relations et je pense que ce que nous pouvons voir sous l'administration Biden est que sa politique étrangère est basée sur des principes et des opérations coordonnées et non pas sur des tweets émis au milieu de la nuit comme nous avons vu au cours des 4 dernières années. Ce sera une politique étrangère qui fera en sorte que les diplomates d'un pays comme le Maroc, qui sont caractérisés par un corps diplomatique hautement professionnel, se sentent à l'aise et le ministre des Affaires étrangères saura exactement à qui parler et de quoi parler et si Sa Majesté le Roi souhaite contacter le président ou vice-versa, cela se fera par les canaux appropriés et non pas via l'Internet ou les réseaux sociaux. Ainsi, les pays à travers le monde trouveront une sorte de pratique normale dans la diplomatie publique américaine et les peuples du monde entier se sentiront à l'aise, pas forcément vis-à-vis de ce que fait la Maison-Blanche, mais plutôt avec le processus organisé par lequel elle fait son travail. C'est un bon point, George. Maintenant, dans le peu de temps qui nous reste, je veux connaître tes attentes concernant la politique de Biden au Moyen-Orient. Larry a raison parce que la Maison-Blanche recommencera à exercer son travail de manière ordinaire et traditionnelle. Mais je pense que le président Trump a très bien réussi à rassembler les partis au Moyen-Orient pour la paix, à un moment où beaucoup pensaient que c'était impossible. Alors est-ce que l'Amérique pourra continuer à jouer ce rôle? Je ne sais pas si cela arrivera ou non, mais je soutiendrai certainement tout président américain qui promeut la paix, que j'ai voté ou non pour lui, puisque la paix est une bonne chose. Chers téléspectateurs, tel est le résultat de notre intéressante discussion avec deux experts de la politique américaine et avec JD, qui connaît bien le président Trump. Et je pense que Larry a mis le doigt sur un point majeur. Observons Joe Biden. George a déclaré que le processus politique se poursuit.
Et JD a déclaré que l'issue du différend judiciaire serait résolue avant le 6 décembre. Mais à la fin, nous aurons un nouveau président et ce sera Joe Biden, parce que c'est lui qui a été élu par le peuple américain. Joe Biden est également un ami du Maroc et il connaît son leadership, son peuple, et comprend le rôle que joue le Maroc dans la région dans le cadre des intérêts communs entre les deux pays. De ce fait, je pense franchement que la victoire de Biden est une bonne nouvelle pour le Maroc, qui a entretenu de bonnes relations avec les différentes administrations américaines, car le Maroc, contrairement aux États-Unis, est un pays plus stable. Et je pense que Joe Biden pourra compter sur un allié stable et très fort. Nos chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie également George et Larry. Je remercie JD et Adèle. Merci encore à vous, chers téléspectateurs. À bientôt avec un nouvel épisode.